anthropologique de base, c'est l'examen des ossements. Hein, avec les mesures, l'observation et tout ce qu'on peut en retirer comme enseignement. Au niveau phénotype cutané, âge, sexe, stature, pathologie, traumatisme. Voilà, ça c'est le truc, c'est l'expertise anthropologique de base. Mon parcours, il est universitaire, j'ai fait des études d'odontologie, je suis dentiste de formation, et je me suis lancée dans l'anthropologie par hasard, en fait, quand j'ai choisi mon sujet de thèse d'exercice de doctorat de chirurgie dentaire, je voulais faire de l'odontologie légale. Et il y avait très peu de choses nouvelles, dont l'enseignant à qui je m'étais adressée m'avait dit bah écoute, j'ai entendu à la télé que des Allemands avaient reconstitué un nazi, je ne sais plus lequel, et je ne connais pas cette technique, la reconstitution faciale. Est-ce que tu pourrais faire des recherches là-dessus, et si tu trouves quelque chose, fais ta thèse sur ce sujet-là, au moins ce sera original. Et donc je me suis lancée dans la recherche, dans les recherches bibliographiques, et je n'ai rien trouvé. Pendant 6 mois, je cherchais en médecine, alors strictement rien. Et puis je suis retournée et je lui ai dit, bah, vous pourriez me préciser un petit peu ce que je dois chercher, parce que je n'ai rien trouvé sur la reconstitution faciale. Et il me dit, bah écoute, si tu veux, va voir le docteur Perrault qui était dans ce laboratoire. Et donc je suis allée le voir, je suis arrivée ici et je lui ai parlé, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez la reconstitution faciale? Et il me dit, oh là là, mais c'est une technique soviétique qui a disparu avec celui qui l'a créé, Gerasimov, il connaissait, mais il dit personne n'en fait, ça n'existe pas. Et si vous trouvez quelque chose sur Gerasimov, oui, ça serait intéressant. Et je ne l'ai pas trouvé au départ. Et puis je suis allée, comme mes parents ont un appartement à Paris, je me suis dit, tiens, je vais aller au musée de l'Homme. Je vais aller à la bibliothèque du musée de l'Homme. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai demandé Gerasimov, et j'ai lu là des articles. Et surtout, ils m'ont apporté un énorme bouquin en russe de 150 pages, et puis le titre, c'était la reconstitution faciale d'après le crâne. Donc j'ai été voir Perrault, je lui ai dit, bah, j'ai trouvé ce livre en russe, on ne peut pas le sortir de la bibliothèque du musée de l'Homme. Et il me dit, bah, c'est dommage en russe, puis moi j'ai fait du russe jusqu'en terminale, et puis je voulais même faire des études de russe après. Donc j'avais même fait des stages et tout ça, bon, j'avais oublié le russe. Mais je lui dis, moi le russe je lis, de toute façon je lis couramment. Je peux tenter de le traduire. Donc j'ai traduit. Et c'est un livre qui n'existe plus et qui en fait, qui venait de l'autre côté du rideau de fer à l'époque. Et c'était un cadeau du directeur de l'Institut des sciences de Moscou au directeur du musée de l'Homme de l'époque. Donc c'était même pas un livre acheté, c'était un livre qui avait été offert. Il y a 300 pages en fait dans ce bouquin, il y en a 150 qui sont consacrées à la reconstruction faciale sur l'homme moderne. Donc j'ai dû traduire une centaine de pages. Et j'en ai fait ma thèse. Et c'est là que j'ai découvert que la reconstitution faciale, c'était de l'anthropologie. En fait, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce qu'était l'anthropologie. Et donc, moi, je traduisais, je ne comprenais rien. Et j'apportais les traductions, et Perrault, il était chargé de voir si c'était cohérent, ce que je traduisais, et si c'était cohérent scientifiquement. Et puis après, j'ai trouvé un article dans un journal scientifique, un article d'une américaine, Betty Pat Gatliff, qui est l'équivalente américaine de Gerasimov au niveau de la reconstitution faciale. En fait, c'est aussi une pionnière. Donc avec son article, j'avais une bibliographie, et je m'étais adressée à une université des États-Unis qui m'avait envoyé très gentiment ça de documentation, l'équivalent de ça de documentation par la poste. On a fait une reconstitution faciale pour tester. Et après, dans la foulée, on a eu, dans ma thèse, dans mon jury de thèse, il y avait un médecin légiste de l'Institut médico-légal. Il me téléphone quelques mois après avoir passé ma thèse, et il me dit, Claire, on a un corps non identifié, c'est un meurtre, on n'arrive pas à l'identifier, est-ce que tu voudrais faire la reconstitution faciale? Je lui dis, bah, on n'a rien fait, hein. Il dit, mais de toute façon, vous n'avez rien à perdre, ça fait 2 ans, ils n'arrivaient pas à l'identifier, ils ne pouvaient plus l'identifier. Ça faisait 1 ou 2 ans qu'ils avaient au moins 1 an qu'ils avaient ce corps.
Alors je dis, ben, on va tenter. Donc on a été pressé par la justice. Donc on a mis 3 ou 4 mois à le faire, alors que la première opération faciale, on avait mis 1 an à la faire. Et cette personne a été identifiée. C'est le premier cas de reconstitution faciale en France. Perron m'a dit, si tu veux faire des reconstitutions faciales dans un cadre légal, il faut que tu aies des compétences à la fois anthropologiques et à la fois juridiques. Donc j'ai passé ce qu'on appelle des CES, des équivalents de l'unité d'enseignement maintenant, des certificats d'anthropologie, de thanatologie, de criminalistique, de juridique, du dommage corporel, etc., pour pouvoir m'inscrire en tant qu'expert près de la cour d'appel, mais expert en anthropologie. La reconstitution faciale m'a fascinée, c'est une technique anthropologique, donc en fait, c'est à l'envers qu'il faut... Du coup, il a fallu que je m'intéresse à l'anthropologie, donc du coup, je me suis intéressée aux ossements. Voilà, c'est dans ce sens-là que s'est fait le travail, mais c'est vrai que ça m'a... je dirais que sur le plan intellectuel, l'archéologie, l'anthropologie, ça m'avait toujours fasciné. Je m'étais jamais intéressée de près, quand on est petit, on s'intéresse à l'homme préhistorique, comme ça, je me suis intéressée à la civilisation égyptienne, grecque, si quand même. J'ai toujours eu quand même un intérêt pour ce qui est archéologique, civilisation ancienne. C'est vrai que ça me plaisait aussi. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Mais le cheminement, enfin, l'arrivée à l'anthropologie, c'est quand même lié un peu à une sorte de hasard. Même si, quand on suit mon raisonnement, ça paraît très logique. Enfin, il y a une logique d'en arriver là, mais je pense que si ça ne m'avait pas plu, je me serais arrêtée. On travaille conjointement de temps en temps avec le Louvre. Le Louvre, en ce moment, fait un travail national sur toutes les momies coptes qui existent en France. Donc, et ils font travailler les équipes régionales qui ont des momies. Donc, au musée d'anatomie qui est ici à la fac, ils ont des momies coptes. Donc, on a travaillé sur ces momies. La reconstruction faciale qui a été faite, c'est une dame, c'est pareil, c'est de l'historique, mais elle avait un torticolis congénital. Alors il était intéressant de voir comment une femme qui a un torticolis congénital avec toutes ses déviations, quelle difformité elle pouvait avoir. Sa mandibule qui est déviée, finalement elle a une asymétrie énorme de tout un côté, donc on voulait savoir ce que ça pouvait donner sur un visage. C'est pour ça qu'on a reconstitué et qu'il a même fait l'épaule. Non, on n'a pas de comité, on a une obligation de recherche. Il faut toujours avoir un projet. En France, je crois que c'est le projet qui importe. Après, bien sûr, bon, il faut quand même une conclusion au projet. Le résultat, c'est différent. Mais non, par contre, souvent les laboratoires sont notés aux publications, si on peut, et puis aux projets de recherche dans lesquels le laboratoire est impliqué. L'historique, je dirais que c'est un peu plus cool. C'est un peu moins stressant que le médico-légal, dans la mesure où le médico-légal est quand même un résultat. On attend de nous un résultat effectif. C'est très rare que j'aille sur le terrain parce que je ne fais pas d'historique. Donc je ne vais pas sur des zones archéologiques. Les corps, les squelettes, quand ils ne sont pas secs, ils sont à l'IML qui est en bas. J'ai une convention avec l'Institut médico-légal. Donc quand il y a des corps, ils sont entreposés à l'IML. Donc soit je vais à l'IML. Si c'est des ossements secs, je les monte ici. Parce que là, on a tout le matériel pour les mesurer, les examiner. Donc le travail d'identification, il se fait ici ou à l'Institut médico-légal. Le médecin légiste, il fait des autopsies. Donc lui, il va travailler sur des corps ou frais ou parfois putréfiés. Mais oui, c'est pas toujours très agréable. Mais en fait, c'est un médecin. L'anthropologue, il est spécialisé dans les ossements.
Un médecin connaît peu, à moins qu'il soit spécialisé en anthropologie, connaît peu les ossements. C'est pas le même travail. Le médecin va faire une autopsie, l'anthropologue il va étudier des ossements, mesurer des ossements. Nous on intervient quand le médecin légiste ne peut plus intervenir. On intervient après. On intervient quand les personnes ne sont pas identifiées ou identifiables. Notre travail va essayer de les identifier. Par exemple, on va trouver un squelette. Bon, le médecin va bien voir qu'il est humain. Ils sont sympas à l'IML. Quand il trouve le squelette, il me le reconstitue. Comme ça m'évite de perdre 2 heures. Mais après, c'est tout. Le squelette, ils n'en savent pas plus. Donc, le travail de l'anthropologue, ça va être de déterminer la population auquel appartient le squelette, son sexe, son âge, sa stature, s'il y a des fractures, des traumatismes anciens ou récents, s'il y a des pathologies osseuses, etc., pour pouvoir donner une sorte de fiche d'identité biologique qui pourrait permettre à l'identification. Et si ça ne permet pas l'identification, bien il y a la possibilité de reconstituer les traits du visage avec la reconstitution faciale. Des fois, quand ils me demandent des ossements, ils sont pressés de savoir si c'est urgent ou pas, justement. Si c'est des ossements nouveaux ou historiques. Donc là, je vais leur donner une réponse, je leur dis, si c'est évidemment historique, je vais leur dire. Comme ça, bon, après, ils sont moins pressés pour avoir le rapport, mais j'ai le temps. Si c'est pas de l'historique, si c'est du récent, oui, là, j'ai un délai. Avec, les origines, les causes, si possible, de la mort, etc. Là, ça devient... Dès qu'on rentre dans du récent, là oui, on a des délais et on a. Dès que c'est de l'historique ou de l'animal, une fois ils étaient pressés, ils m'ont fait venir pour des ossements animaux. J'ai dit c'est tout animal. Donc là, il n'y a pas d'urgence dans ces cas-là. Enfin, il faut déjà que je donne au moins un début de réponse. Quand la personne est squelettisée, ça peut bien attendre 2 jours de plus. Est ouvert à tous les étudiants de biologie humaine, c'est-à-dire médecins, pharmaciens, dentaires, sages-femmes, infirmiers. Il y a principalement des médecins, parce qu'on est en fac de médecine, mais c'est ouvert aussi aux archéologues, à l'histoire aux historiens de l'art, aux anthropologues sociaux aussi. Donc il est ouvert, mais la majorité des étudiants sont des étudiants en médecine. Ils viennent, il y a deux intérêts. Il y en a qui viennent pour l'anthropologie anatomique, pour le côté médico-légal, puisque c'est très pratique comme unité d'enseignement. Et il y en a beaucoup qui viennent pour découvrir l'ethnologie, la socio-ethnologie, et avoir un rapport, en tant que médecin, un rapport avec le patient différent, un rapport autre que scientifique.